Bonjour, c'est sur ITV. Je suis heureux de recevoir le docteur Djiby Diakhaté, sociologue, dans le cadre de cette émission intitulée En prélude du Grand Magal de Touba. ITV a jugé que c'était utile, important et nécessaire de programmer une série d'émissions pour mieux découvrir l'œuvre en général de Serigne Touba, ses enseignements, et de les mettre en dialogue avec des défis, avec des problématiques, n'est-ce pas, que nous vivons dans notre pays, au Sénégal, mais aussi dans le monde de façon générale et aussi en Afrique. Dans ce cadre, je vais discuter avec le docteur Djiby Diakhaté sur la problématique de la crise des valeurs. Alors, crise des valeurs, je voudrais commencer par demander au docteur Djiby Diakhaté quelle est sa compréhension, son entendement de la crise des valeurs et quelle est la fonction même, je dirais, le statut, la fonction des valeurs dans les sociétés humaines. Est-ce que, par exemple, dans les sociétés animales, il y a des valeurs? Ou bien pourquoi est-ce que ce débat est spécifiquement humain? Docteur Djiby Diakhaté. Je voudrais commencer par saluer l'imam Kanté, mon interlocuteur, saluer tous les travailleurs de ITV et féliciter les actes que vous posez au quotidien en termes d'émissions destinées au grand public. Merci. Je voudrais aussi, à l'occasion, saluer toute la communauté mouride, saluer toute la communauté musulmane, saluer le monde entier et prier pour que les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés disparaissent le plus rapidement possible. Je pense notamment au coronavirus. Alors, il faut dire évidemment qu'une société humaine, elle est essentiellement fondée sur des valeurs. Parce que quelqu'un comme Platon disait depuis l'Antiquité que si l'individu pouvait prendre en charge à lui seul tous ses problèmes, il n'aurait pas besoin des autres. Donc la vie sociale n'existe que parce que l'homme présente un certain nombre d'insuffisances, un certain nombre d'imperfections. Si l'homme était parfait, il n'aurait pas besoin de vivre avec les autres. C'est parce que je me sais imparfait, c'est parce que je sais que je traîne des manques, c'est parce que je sais que je suis lacunaire que j'ai besoin de mon prochain pour me venir au secours. En conséquence, il y a des choses que je peux faire, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Et je vais compter sur mon prochain pour combler mes insuffisances. Et il dit c'est ça le fondement de la vie sociale, c'est la coopération. C'est que l'autre a besoin de moi, mais moi aussi j'ai besoin de l'autre. Il considère qu'au fond, il y a deux types de coopération qui constituent le pilier de la vie sociale. La coopération verticale, c'est le fait que des descendants bénéficient de l'héritage légué par leurs ancêtres. Et cet héritage, il est à la fois matériel et immatériel. Les ancêtres nous ont laissé des infrastructures, des bâtiments, etc., des routes, mais ils nous ont laissé aussi des valeurs. Ils nous ont laissé un patrimoine immatériel, ils nous ont laissé des cultures, des représentations, des mythologies, etc. Ça, c'est la coopération verticale. Mais la coopération horizontale, c'est le fait que des contemporains échangent des services. Je peux être l'homme le plus riche du monde, mais j'ai besoin quand même des autres. J'ai besoin du maçon, j'ai besoin du mécanicien, j'ai besoin du tailleur, etc. Donc chacun de nous a besoin de son prochain. Ce qui fait que la vie sociale suppose des échanges entre les acteurs. Et partout où il y a échange, il y a forcément des valeurs qui président à ces échanges. Donc, si je vous comprends, donc s'il y a échange, cela veut dire qu'il y a transaction, qu'il y a contact, qu'il y a commerce entre les gens, et que donc c'est là, si j'ai bien compris, sinon vous me corrigez, et donc c'est là que l'on comprend l'importance des normes et des valeurs, de savoir où est-ce que je dois limiter, où sont mes limites dans mes transactions. Absolument. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument, c'est exactement cela. Je dois échanger avec vous sur le plan du langage. Il faut précisément que l'on s'entende sur un certain nombre de codes, sinon ce n'est pas possible, on ne peut pas communiquer. Pour qu'il y ait communication, dit Romain Jacobson, il faut que 4 éléments soient présents. Le premier élément, c'est les 2 interlocuteurs. Ensuite, il faut qu'il y ait un message. Ensuite, il faut qu'il y ait un code. Et après, il faut qu'il y ait un rapport entre les deux. Et quand nous parlons de rapport, transaction, commerce, tout ce que vous voulez, il faut qu'il y ait forcément des valeurs, il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des règles, sinon il n'y a pas possibilité de faire un échange. Sinon c'est le conflit, l'incompréhension. Absolument, ça va être l'anarchie totale. Dans le cas du mariage, c'est des échanges. Il faut que ces échanges soient normés. Dans le cadre du travail, c'est des échanges. Il faut que ces échanges soient normés. Même dans le rapport avec les animaux, même dans le rapport avec les plantes, c'est un échange. Je suis en train d'échanger, je suis en contact avec l'environnement. Et ce contact avec l'environnement doit être normé.
Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas vivre dans un univers, on ne peut pas vivre dans une communauté, échanger avec les autres sans qu'il y ait des valeurs de référence qui déterminent, un, mon comportement en tant qu'être humain, en tant que sujet, deux, mon comportement dans mes relations avec les autres. Donc la question des valeurs, ce n'est pas une question superficielle, ce n'est pas de la pure spéculation, c'est une nécessité de la vie sociale. Absolument, c'est une nécessité, c'est ce qui rend possible la vie en société. Si dans la vie sociale, il n'y a pas de valeurs, il n'y a pas de règles, etc., nous sommes dans une situation d'anomie, d'absence totale de règles, et cela conduit à l'anarchie. Tout le monde sait que l'anarchie est invivable. Ça va être la raison du plus fort. Le plus fort, parce qu'il est plus fort, va écraser le plus faible, mais à son tour, il sera écrasé par quelqu'un qui est plus fort que lui. Jean de La Fontaine en parle dans ses fables à travers le loup et l'agneau. Le loup est plus fort que l'agneau, il l'écrase. Mais qu'il s'attende à être écrasé, lui, loup, par un autre animal qui est plus fort que lui. Alors pour éviter cette loi du talion, cette loi du plus fort qui est invivable, il faudrait précisément qu'il y ait une certaine organisation sociale, il faut qu'il y ait des valeurs. Et d'ailleurs, quand vous avez parlé de la métaphore du loup, etc., ça me rappelle le fait qu'en Afrique, orale, où l'oralité a été prédominante, en tout cas à certaines époques, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont expliquées à travers des proverbes. Mais en même temps, c'était la question de valeur qui se posait, je crois. Absolument. Alors, il faut voir que dans les sociétés africaines traditionnelles, l'éducation était l'affaire de toute la communauté. Parce qu'on considérait que l'enfant était au centre du dispositif. Et on mettait beaucoup de soins dans l'éducation de l'enfant, dans la prise en charge du développement convenable de l'enfant, depuis le bas âge. Depuis le bas âge, nous connaissons le djigadi. C'est-à-dire que lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle a peur d'un animal, on considère qu'il se peut qu'il y ait des stigmates de l'animal sur l'anatomie de l'enfant. Donc, il faut protéger déjà l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère. Ça, on le connaissait, c'était le djigadi. Et puis ensuite, il ne faut pas faire de promesses non tenues à la femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'on tient compte de l'enfant, la centralité de l'enfant. L'enfant arrive au monde, c'est toute la communauté, c'est toute la famille qui s'occupe de son développement. Le papa et la maman donnaient à l'enfant de façon stricte un certain nombre de règles, de principes à respecter. Le grand-père initiait l'enfant aux proverbes et au sens des proverbes dont vous parlez tantôt, initiait l'enfant aux contes, initiait l'enfant à des devinettes, des jeux de devinettes. Et c'est progressivement comme ça qu'on forme la conduite de l'enfant. Les devinettes, c'est les tchars. Les tchars. Les contes, c'est les lèpes. Les lèpes. Donc ça, c'était l'apanage des personnes âgées. Et si vous voyez bien, on dit que les lèpes, il faut les tenir le soir. Il faut attendre que le soleil tombe. Mais parce que pendant toute la journée, l'enfant est entre les mains des autres. Il est entre les mains de son papa, de sa maman, de l'oncle. Et quand ils auront fini, parce qu'eux, ils peuvent être plus sévères, quand ils auront fini, le grand-papa, le grand-parent, la grand-maman peut être plus souple. Enfin, en tout cas plus tolérant. Ouais. Et c'est en ce moment-là, justement, qu'il prend le relais, lui. Et même quand vous regardez, son éducation est émaillée de proverbes, de contes, etc. Et en plus, la nuit, il y a moins de bruit. Absolument, il y a moins de bruit. L'enfant peut entendre la voix de la personne qui... Benjamin Matib est un auteur qui rend compte de cette affaire. Il dit « Mon père, un splendide vieillard, aux gestes secs mais éloquents et sûrs, prenait place, ou plutôt se faisait étendre sur un fauteuil en rotin. Nous, ses enfants et petits-enfants, nous prenions nos nattes de roseau et nous mettions autour de lui. » Et comme ça a commencé la veille, la longue et délicieuse veille autour du feu à la belle étoile. Il nous racontait des histoires, il racontait des contes, mais c'est après coup que nous allons comprendre que chaque conte a une dimension didactique, une dimension pédagogique, une dimension éducative. Donc à travers le conte qui ressemble à de la distraction, sans parler maintenant du contrat de suivi. Parce qu'il commence par les bonnes, c'est-à-dire je vais compter. Et les autres disent les bonnes, c'est-à-dire que nous allons vous suivre. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de contrat qui s'établit entre le compteur et son assistance. Et donc, à l'arrivée, il dit le compte est terminé. Celui qui aura le premier à le humer ira au paradis. Et donc ça, c'est un exercice qui était un exercice excessivement intéressant, mais par lequel les personnes âgées préparaient les jeunes enfants au respect des valeurs. Donc, mais justement, docteur, justement, je ne vous coupe pas, mais c'est plutôt pour vous relancer, mais justement, quand vous donnez cet exemple des contes, n'est-ce pas, et quelque part, il y a un respect mutuel entre le conteur et les autres qui écoutent, et même le moment choisi pour qu'il y ait un silence que les gens puissent comprendre, etc., entendre. Mais on se rend compte que ce format, entre guillemets, pour parler le langage moderne, est en déperdition, en désétude. Maintenant, rares sont les familles où on s'organise pour faire, n'est-ce pas, des contes.
Alors, je mets ça au centre même de notre émission, du dialogue que j'ai avec vous, pour dire quelles sont vos observations justement sur le déclin de ces valeurs. Par exemple, le fait qu'il n'y ait plus assez de comptes dans les maisons, c'est juste peut-être la partie visible de l'iceberg. On est en train de perdre déjà quelque chose. Mais est-ce qu'on n'a pas perdu encore autre chose de plus important? Pour vous, quel est l'état des lieux aujourd'hui de façon générale, n'est-ce pas, de l'état des valeurs sénégalaises en particulier? Oui, nous sommes dans une situation de fragilisation des valeurs, pour ne pas dire de déstabilisation de la plateforme des valeurs qui jusque-là a déterminé le fonctionnement de nos sociétés. Et ça, c'est très visible à travers ce que l'on aperçoit comme spectacle dans notre société au quotidien. Vous regardez la circulation, vous voyez à peu près les comportements des uns et des autres au niveau de la circulation. Vous regardez les réseaux sociaux, les propos qui sont tenus par certains dans les réseaux sociaux, notamment au niveau des commentaires. Vous regardez des fois l'accoutrement de certaines personnes. Vous essayez de voir les espaces qui sont des espaces de plaisir le soir, les accoutrements qui sont portés par les uns et les autres. Vous voyez un peu la proportion avec laquelle les gens vont vers l'usage de la drogue. C'est un phénomène extraordinaire. On ne parle pas de la dépigmentation, c'est un problème aussi qui atteint maintenant des proportions de plus en plus élevées. La violence arbitraire, la violence. Si on s'arrête un peu sur la dépigmentation, avant, c'était l'apanage d'une certaine catégorie de la population. Oui. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'usage de produits dépigmentants devient de plus en plus précoce. Donc avant, c'était certaines personnes, pour ne pas cibler une catégorie, qui s'adonnaient à ça à un certain âge. Et le plus souvent à l'approche de certaines cérémonies. Oui. Alors aujourd'hui, on se rend compte que ça devient non seulement précoce, donc à très bas âge, mais on se rend compte que même certains hommes s'adonnent à l'usage de produits dépigmentants. Oui. Alors est-ce que vous savez, Imam, qu'aujourd'hui il y a des bébés qui sont dépigmentés au berceau? Oui, dépigmentés pour que le jour du baptême, le bébé se présente avec une peau très claire. Ah bon? Ah oui. Et ça, c'est excessivement dangereux. Je crois que les médecins ont attiré l'attention que même la peau d'un adulte ne peut pas résister à certains produits. À plus forte raison, un bébé, un nourrisson, un enfant qui vient d'arriver au monde et que l'on dépigmente simplement parce qu'on veut avoir... d'aller au-delà de... Ben voilà. Alors, est-ce que vous savez aujourd'hui... Mais c'est extraordinaire. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'au Sénégal, il y a des enfants qui sont loués? La location d'enfants existe au Sénégal. C'est que vous avez un non-voyant qui a besoin de quelqu'un qui lui prenne la canne et qui lui permette d'aller manger au niveau des feux rouges. Alors, vous considérez que cet enfant, c'est son neveu, c'est sa nièce, etc. En réalité, c'est un enfant qui a été loué. Donc, il va dans une maison, il prend un enfant et il marchande avec les parents de l'enfant. À la fin de la journée, si ça marche bien, je viendrai vous verser 5 000 francs pour la location de l'enfant, etc. Et alors, ça se passe comme ça. Ça montre évidemment que nous sommes dans une société, malheureusement, qui devient de plus en plus matérialiste. Et ça montre que le patrimoine des valeurs, la matrice des valeurs, est en train de subir des coups excessivement violents et répétés. Et vous avez parlé tout à l'heure de la violence, des agressions, etc. Et cette violence qui prend des formes différentes, c'est une violence langagière. Regardez le langage des fois. Et dans des espaces où, normalement, on ne devrait pas avoir des propos d'une certaine nature. Oui. Malheureusement, dans ces espaces qui devraient être des sanctuaires, qui représentent ce qu'il y a de plus beau dans notre société, dans ces espaces, maintenant, on peut tenir des propos particulièrement violents et désobligeants. Donc, violence langagière, violence verbale, violence physique, ça, n'en parlons pas. Violence symbolique. Aujourd'hui, rien qu'avec le coronavirus, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui peuvent rattraper la maladie et qui peuvent faire l'objet d'une certaine marginalisation, d'une certaine stigmatisation. Ils vivent une violence au plus profond, de même qu'il y a une violence symbolique que l'individu ne peut pas exprimer. Mais un médecin a dit que certains sont probablement morts chez eux. Absolument. Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent qu'ils sont en train de se soigner à l'hôpital. Absolument, c'est une forme de violence. Alors disons donc au total que nous sommes dans une société aujourd'hui traversée par une sérieuse crise des valeurs dont l'origine remonte à longtemps, parce qu'on peut parler de l'esclavage, on peut parler de la colonisation, on peut parler de la néocolonisation, on peut parler de la mondialisation. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont conduit à cette situation-là. Et il faudra, bien entendu, que l'on cherche dans notre propre patrimoine un certain nombre de ressources qui nous permettent de nous armer davantage et de faire face à cette vague déstabilisatrice que constitue la crise des valeurs. Voilà, mais justement, docteur, parce que effectivement, cette question de valeur, je pense que sur le principe, c'est une question universelle, n'est-ce pas? Ça concerne tous les êtres humains. Vous avez commencé dans vos propos préliminaires à montrer comment est-ce que ces valeurs étaient
était nécessaire, incontournable dans une société pour éviter l'anomie, dont vous avez parlé, pour éviter les conflits, etc. Mais est-ce que toutes les sociétés doivent avoir les mêmes valeurs? Est-ce que les valeurs se valent? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, il y a certaines valeurs qui nous sont plus ou moins venues de l'extérieur, et particulièrement de l'Occident, tout particulièrement encore de la France. Est-ce que ces valeurs-là nous ont aidés? Apparemment, pas forcément. Mais quelles sont les alternatives à ces valeurs? Aujourd'hui, justement, au Sénégal, nous avons aussi notre histoire, nous avons des valeurs traditionnelles, des valeurs religieuses. Et dans ce cadre-là, quel est l'apport, justement, des enseignements de Serigne Touba en termes d'éthique et de valeurs? Comment nous devons mieux comprendre les enseignements de Serigne Touba et comment est-ce que nous pouvons traduire cela en une sorte de levier pour n'est-ce pas, que notre société ne s'effondre pas? Alors, il faut voir que le colonisateur déjà était porteur d'un projet. Et tout le monde sait que le projet du colonisateur, notamment du colonisateur français, qui a mis en place un modèle d'administration directe. Alors, la colonisation française présente des différences par rapport à la colonisation anglaise. La colonisation anglaise, c'est l'administration indirecte. C'est-à-dire que l'anglais est beaucoup plus intéressé par les ressources économiques que par autre chose. Donc lui, il vient, il prend les ressources économiques et il rentre chez lui. Il n'essaie pas d'assimiler. Il n'essaie pas d'assimiler. La société, les individus. Absolument. C'est pourquoi quand vous allez aujourd'hui dans les anciennes colonies anglaises, ils ont beaucoup plus gardé leurs traditions, leurs valeurs, etc. Et quand on voit par rapport à l'islam, ils sont plus tolérants. Aujourd'hui, à Londres, aux États-Unis, vous pouvez faire des pratiques culturelles musulmanes qui ne posent aucun problème, alors qu'en France, ça va être un débat national. Absolument. Les perceptions de la laïcité diffèrent selon que l'on est dans le modèle anglo-saxon ou dans le modèle français. C'est clair. Maintenant, le modèle français, la colonisation française a développé une administration directe. Et son objectif était de dire que si nous voulons exploiter les ressources économiques des colonies, la meilleure façon de le faire, c'est d'assimiler les indigènes. Donc de développer en eux un complexe d'infériorité qui consiste à dire que ce que nous avons n'est pas bon. C'est le blanc qui est le modèle et nous devons faire en sorte que nous ressemblions aux blancs à tout prix. Et donc ainsi, le colonisateur français a mis en place son école. Et tout le monde sait que l'école, ce n'était pas seulement pour enseigner du savoir. C'était aussi et surtout pour enseigner sa culture. Et jusqu'à présent, malheureusement, dans notre école, on enseigne par le français. On enseigne par le français. Bon, on utilise encore la langue de notre ancien colonisateur. Sartre dit, entre les colonisés, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Et comme les mots sont des idées, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. On ne peut pas dire en français que je n'aime pas la culture française. Et aujourd'hui, beaucoup de chercheurs ont montré que le fait d'utiliser la langue de l'autre pour aller à la quête du savoir peut constituer un obstacle. En tout cas, ça retarde. Parce que Cheikh Anta Diop l'a montré. Chikaya Outamsi dit, dans mon enfance où je m'épanouissais dans la connaissance grâce à ma langue maternelle, l'intrusion du français m'est apparue comme la présence d'un gendarme. Donc ça signifie finalement aujourd'hui que nous avons été victimes, pour parler comme Mohamed Dip, d'un long compagnonnage avec les Français et par la culture française. Donc le français est quelqu'un qui est venu, qui a déstabilisé, qui a cherché à déstabiliser notre patrimoine culturel traditionnel, nos représentations, nos croyances, pour installer, lui, son propre patrimoine. Si on se rappelle bien, dans les classes élémentaires, la chanson suivante était enseignée. Saint-Georges, guidez-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges, rends-nous fervents croyants en toi. Nous sommes conquis et nous voici joyeux. Nous sommes conquis et nous voici joyeux. Donc tout se passe comme s'il y avait un sentier. Les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois. Ben voilà, nos ancêtres les Gaulois. Le Sénégal reconnaissant à Faidherbe. Ben absolument. Donc voilà, donc le blanc, il vient, il dit... Les Dara bien maîtrisés pour que les valeurs des Dara ne soient pas transposées à l'école française. Absolument. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, on essaie toujours de faire la distinction entre le temporel et le spirituel. Il ne faut pas que le spirituel fasse des incursions dans le temporel. Et c'est pourquoi, de plus en plus, on a tendance à dire qu'il y fait dîner, qu'il y fait ada, qu'il y fait réumi. Comme si, en fait, le dîner ne devrait pas interférer dans l'espace du temporel. Donc ça, c'est le blanc qui avait créé cette affaire. Après avoir combattu et battu toutes les résistances armées, le blanc commençait à installer paisiblement et allègrement son dispositif, avec des cercles administratifs, avec des écoles, avec des tribunaux. Donc finalement, une société sénégalaise qui commence à être déstabilisée et un modèle français qui commence à s'installer. Il fallait lutter contre un tel modèle. Il fallait travailler dans le sens de faire en sorte que le Sénégal retrouve son indépendance. Il fallait faire en sorte que la culture sénégalaise ne soit pas
complètement déstabiliser, que les valeurs soient défendues, et notamment les valeurs religieuses, c'est-à-dire faire en sorte que le Coran, que nous avons appris depuis longtemps, reste dans nos cœurs, que la tradition prophétique constitue encore un modèle et un référentiel pour nous. Cheikh Ahmadou Bamba s'est positionné dans cette perspective-là. Et c'est pourquoi, en fait, dans sa lettre réponse à Serigne Dame Abdourahmane Lo, qui lui avait dit comment je peux faire pour réussir ma mission sur terre et ma mission de l'autre côté, il dit la meilleure façon de le faire, c'est d'être chevillé au Coran et d'être chevillé à la tradition prophétique. Donc l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba s'est essentiellement inspiré du Coran et de la tradition prophétique, mais utilisant cela pour lutter contre les tentatives de déstabilisation du colonisateur. Et c'est pourquoi, évidemment, le colonisateur a dit que ce cheikh-là, il va constituer quand même un problème pour moi. Moi, je veux assimiler les gens. Moi, je veux que les gens se conduisent exactement comme moi, qu'ils me considèrent comme leur modèle. Mais il se trouve qu'il y a quelqu'un qui dit que le seul modèle humain dont nous disposons, c'est Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul modèle humain dont nous disposons. Je ne reconnais pas l'administrateur colonial comme un modèle pour moi. Je ne suis pas impressionné par Je ne suis pas impressionné. Vos philosophies, vos... Absolument. Tout ça, là, voilà. Absolument. Vous dites que vous êtes les maîtres des terres et des cieux. Je ne reconnais pas cela. Moi, tout ce que je reconnais, c'est Khulwa Allahu Ahad, Allahu Samad, la Milid, Wala Milad, Wala Mikun Lahu Kufuwan Ahad. Il n'y en a pas d'autre. Et donc ça a constitué, si vous voulez, une sorte d'affront pour le blanc. Et donc le blanc avait pratiquement... Donc, au cœur de cette affaire, il y a une confrontation de valeurs. Absolument, il y a une confrontation de valeurs. Et donc, l'idée, c'était comment faire pour museler Cheikh Ahmadou Bamba et faire en sorte que son enseignement ne fasse pas tache d'huile. Oui, parce que des valeurs, c'est toujours porté quand même par des individus. Ce n'est pas entre le ciel et la terre. Absolument. Donc, il fallait arrêter la personne qui portait ces valeurs islamiques. Absolument. Et donc, la solution qui était trouvée par le colonisateur, c'était le mettre en résidence surveillée. Or, qu'enseigner Cheikh Ahmadou Bamba, c'est être en phase avec les dogmes de la religion musulmane, être en phase avec la tradition prophétique. Et ces dogmes et ces traditions nous enjoignent à avoir un certain comportement dans la société. Je dois respecter l'autre. La parole a un sens. Je dois travailler. Je dois vivre à la sueur de mon front. Je dois chercher le savoir. Et surtout le savoir licite. Dans Kun Kantiman, Cheikh Ahmadou Bamba dit aux jeunes qui cherchent le savoir que vous devez faire face au sommeil. Celui qui cherche le savoir ne doit pas chercher à beaucoup dormir. Celui qui cherche le savoir ne doit pas avoir peur de la faim. Il ne doit pas avoir peur de la solitude. C'est quelqu'un qui doit être fort et se dire que le savoir est sacré. On doit faire des efforts. Et ça, c'est un viatique pour les jeunes, le Kun Kantiman. Le culte du travail. Comment le Cheikh Ahmadou Bamba l'a développé? Le travail étant un élément important qui permet à l'individu de prendre en charge ses propres besoins, mais d'être utile à toute la communauté. Donc, une sorte de contribution à la prospérité et au bien-être de la communauté tout entière, c'est un élément important. Le travail est le modèle de ce personnage que Cheikh Ahmadou Bamba nous a offert, qui a mis l'accent sur le travail comme seule source, le travail lucide, comme seule source de progrès, c'est Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall, un travailleur attitré, mais qui gagnait, et tout ce qu'il gagnait était remis à la collectivité, était remis à la communauté. Voilà l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba en termes de quête de valeur. Si nous voulons construire une société, sans parler maintenant de la décentralisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de décentralisation, mais il a été le premier à dire à ses disciples qu'il avait fini de former d'aller s'installer quelque part, de créer une communauté et de mobiliser cette communauté autour de l'exploitation des ressources qui sont disponibles dans ce territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, on parle de territorialisation des politiques publiques, on doit s'inspirer de ça. Dernière chose que je voudrais dire, c'est l'impôt. Imam, est-ce que vous savez que beaucoup de Sénégalais rechignent à payer l'impôt? Oui. Mais beaucoup de Sénégalais se déplacent pour des centaines et des centaines de kilomètres pour aller donner le hadiya. Oui. Qui à Tivaouane, qui à Yoff, qui à Kaolack, qui à Touba. Oui. Je me déplace pour aller donner, mais là, la structure, le bureau de l'impôt peut être à côté de chez moi, mais je ne m'y rends pas pour m'acquitter de mes obligations fiscales. Comment expliquer cette affaire? Parce que nous avons deux projets différents. Le projet impôt est différent du projet hadiya. Celui qui donne le adieu est sûr que ça va se retourner sur lui dans sa vie ici sur terre, mais ça va le poursuivre dans l'autre vie. Donc c'est un véritable contribuable et en contribuant, il dit je participe à la construction d'un patrimoine qui a été édicté par un dirigeant, Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi Hadji Malick Sy, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, dans la conduite de nos affaires publiques au niveau étatique, on devrait plutôt s'inspirer de ce modèle et non pas du modèle qui nous est venu du blanc. Parce que la politique fiscale que nous sommes en train de pratiquer est malheureusement
un produit de l'administration coloniale. Donc comment on aurait pu, à partir de nos propres produits, à partir de nos propres réalités, mettre en place une politique fiscale dans laquelle les gens vont se retrouver et vous allez avoir une citoyenneté qui va s'exprimer et qui s'inspire de nos réalités et de nos valeurs endogènes. D'accord, donc il nous reste juste une minute pour conclure et je termine d'ailleurs l'émission avec vos derniers propos. Donc il se pose le problème d'assumer nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui nous ont été enseignées par nos ancêtres, mais aussi en particulier les chefs religieux, notamment Serigne Touba, dans ses écrits, dans son parcours, dans son œuvre en général. Nous avons besoin aujourd'hui de refonder, n'est-ce pas, notre pays, n'est-ce pas, notre État, notre vie familiale, n'est-ce pas, nos transactions, et tout à partir de ces valeurs. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons d'abord apprendre à mieux les connaître. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Et donc, quel est le mot de la fin? Quel est le message clé que vous donnez pour qu'on puisse se réconcilier avec ces valeurs-là? Je crois que nous devons être fiers d'abord d'être nous-mêmes. Cheikh Ahmadou Bamba enseigne bien avant Césaire, bien avant Senghor, bien avant Booker Washington, bien avant Webb Dubois. Cheikh Ahmadou Bamba enseigne que le noir ne doit pas avoir honte d'être noir. Que donc la négritude peut être une valeur et que la seule chose qui est importante, c'est la foi. Et je crois que c'est important aujourd'hui, ce capital spirituel, qu'on l'utilise pour développer une politique saine et propre, une économie saine et propre, une vie culturelle saine et propre. Si on veut développer notre pays, je crois qu'on doit s'appuyer sur un certain nombre de ressorts qui nous sont propres, endogènes, et qui existent des modèles véritablement. Et c'est pourquoi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum enseignait que la déperdition la plus catastrophique, c'est celle-là qui consiste à avoir honte de soi-même. Joseph Kizerbo parle de la natte des autres. Quand vous quittez votre natte pour aller s'installer sur la natte de l'autre, vous n'allez pas avoir une bonne place. Et vous allez retourner pour chercher votre natte. Quelqu'un qui connaît la valeur de votre natte l'aura emporté et vous restez sans natte. Nous avons une natte qui a été tissée par nos vaillants marabouts qui étaient là, qui ont été des dirigeants qui nous ont appelés à la foi, qui ont développé le capital spirituel et qui ont travaillé pour le bien-être et pour le progrès. Nous devons rester chevillés à cette affaire en faisant les efforts qu'il faut. Vivre, c'est faire face à des difficultés. Mais nous devons être prêts à faire face à cela, mais en respectant un certain nombre de principes qui ont été édictés par le capital spirituel dans lequel nous émergeons. Tout un programme, un viatique, tout un programme. En tout cas, l'appel a été entendu. Et je vous remercie, Dr Djiby Diakhaté, d'avoir répondu donc à cette émission en prélude du Grand Magal de Touba. Donc ça, c'est le numéro qui était relatif aux enseignements de Serigne Touba, comment nous pouvons mieux les connaître et mieux refonder notre pays par rapport aux valeurs, n'est-ce pas, que le Cheikh Serigne Touba a enseigné, pas seulement aux mourides, pas seulement aux musulmans, mais à l'être humain de façon générale. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission, ce numéro. Et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. À bientôt.